Aujourd'hui, on se penche sur un sujet brûlant, l'or. Sa valeur grimpe en flèche ces derniers temps et tout le monde se demande « mais pourquoi ?» Pourquoi cette hausse si soudaine, si forte? Notre idée, c'est vraiment de décortiquer comment l'or a évolué sur plus de 50 ans, depuis ce moment clé de 1971, la fin des accords de Bretton Woods. Comment on est passé d'un simple pilier monétaire à ce qui ressemble fort aujourd'hui à un pion majeur sur l'échiquier géopolitique. Pour faire ça bien, on va s'appuyer sur une analyse assez poussée, des données hebdomadaires sur ces 54 ans. L'idée, c'est de voir ce que les chiffres nous disent vraiment sur ce changement fondamental. Exactement. Et on va voir que cette histoire est complexe, pleine de rebondissements. On va commencer par le choc post-Nixon, puis on traversera cette longue période de doute sur l'or. Ensuite, on regardera le cycle des années 2000, un cycle haussier, mais qui a fini par s'essouffler. Et surtout, on va se concentrer sur la période toute récente, avec cette rupture très nette d'origine géopolitique qui explique l'accélération qu'on observe maintenant. Alors, allons-y. Plongeons en 1971. Le 15 août, c'est le coup de tonnerre. Nixon suspend la convertibilité du dollar en or. L'effet est immédiat. Spectaculaire même. Début 71, l'once, c'est quoi? 37,83 $. Janvier 1980, moins de 10 ans après, elle atteint 835 $. Multiplié par 22. C'est fou. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Cette décision, elle a tout changé. Du jour au lendemain, l'or qui était l'encre officielle, il s'est transformé instantanément en valeur refuge, voire en actif purement spéculatif en fait. C'est la prise de conscience soudaine que le dollar n'était plus adossé à l'or et surtout que la Fed, la Banque centrale américaine, pouvait créer de la monnaie sans limite physique. Une vraie rupture. Et l'analyse de cette période, elle montre 3 gros moteurs pour cette première flambée, c'est ça? Oui, tout à fait. Le premier, c'est l'inflation. Une inflation galopante, avec les chocs pétroliers de 73 et 79. Aux États-Unis, on a vu du 14%. Donc face à ça, l'or, c'était l'assurance vie, quoi. Absolument. Le deuxième moteur, c'est l'instabilité monétaire elle-même. Fin de Bretton Woods, fin d'échanges fixes, ça a créé une volatilité énorme sur les devises, du jamais vu depuis les années 30. Et dans ce chaos, l'or a retrouvé son rôle ancestral d'étalon de valeur. Un point fixe, si on veut. Et troisième facteur, la géopolitique. Déjà à l'époque, guerre froide, les crises au Moyen-Orient, la révolution iranienne, ça crée une incertitude énorme. Et l'or, il absorbait ces primes de risque, c'était un baromètre des tensions. Voilà. Et ce pic de janvier 1980, les 835 $, ça marque un tournant. Ça coïncide avec l'arrivée de Paul Volcker à la Fed. Sa mission, casser l'inflation. Sa méthode, un traitement de choc. Taux directeur à 20%. Ah oui, 20%. Et pour l'or, ça a eu quel effet, cette politique? Un retournement complet. Des taux aussi hauts, ça a rendu le dollar hyper attractif. Pourquoi garder de l'or qui rapporte rien quand on peut avoir du 20% sur le dollar? Du coup, la logique refuge de l'or s'est effondrée. Résultat, entre 80 et 85, le cours chute de 66%. De 835 à 284 $. La douche froide. Et là, on entre dans une longue traversée du désert pour l'or, les années 80-99. L'analyse appelle ça la grande désillusion. C'est l'époque de la grande modération, l'inflation est maîtrisée, et dans ce contexte, l'or, il paraît obsolète. Plus besoin de refuge anti-inflation, les actifs financiers rapportent. Pourquoi détenir ce truc improductif? C'est exactement la logique de l'époque. Et ça explique cette longue baisse jusqu'au plus bas historique, 253 $ en août 99, moins 70% par rapport au sommet de 80. Et il y a d'autres facteurs, les ventes par certaines banques centrales. Il a même fallu un accord, l'accord de Washington en 99, pour limiter ces ventes à 400 tonnes par an. Et puis, les investisseurs sont désintéressés complètement. Tout le monde était tourné vers la bulle Internet, la tech. L'idée, c'était que l'inflation, c'était fini, une vieille histoire. Oui, ce creux de 99, l'analyse dit que c'était un peu vu comme la fin du cycle commencé en 71. On parlait même de fin de l'histoire monétaire, comme si les monnaies papier avaient définitivement gagné contre l'or. Une vision qui n'a pas tenu très longtemps en fait, parce que dès le début des années 2000, l'or entame une remontée assez spectaculaire. Ah oui, le retournement si. De 253 $ en 99,
ça monte, jusqu'à 1895 $ en septembre 2011, multiplié par 7,5 en 12 ans. Là, ça redevient vraiment intéressant. Qu'est-ce qui explique ce retour en grâce, d'après l'analyse? Plusieurs choses. Plusieurs nouveaux moteurs puissants semblent se combiner. D'abord, il y a l'émergence de la Chine, une puissance économique énorme avec une demande gigantesque pour toutes les matières premières, y compris l'or. Ensuite, il y a la financiarisation de l'or lui-même. Avec les ETF, ces fonds adossés à l'or, c'est devenu très facile d'investir dedans pour tout le monde. Ça a attiré beaucoup de nouveaux acteurs, les fonds spéculatifs notamment. Ça a participé à la bulle des commodities. Et la crise de 2008 là-dedans, elle a dû jouer un rôle, j'imagine. Ah oui, un rôle énorme. La faillite de Lehman Brothers, ça a ravivé la peur d'un effondrement du système. Et les réponses des banques centrales, le fameux quantitative easing et ces injections massives de liquidités, paradoxalement, ça a relancé les craintes d'inflation future et ça a renforcé l'attrait de l'or comme le refuge ultime face à l'incertitude monétaire, quoi. D'accord. Mais après ce pic de 2011, à presque 1900 $, l'or baisse à nouveau. Il retombe vers 1045 $ fin 2015. Une chute de 45% quand même. L'analyse dit que ça, à l'époque, ça pouvait sembler être une correction assez classique après 10 ans de hausse. Certains pensaient même que ça allait continuer à baisser vers 500 ou 600 $, un peu comme dans les années 80. Et c'est justement là, en plein milieu de cette correction attendue, que l'analyse des données montre un truc bizarre, une bifurcation, un point de bascule. Septembre 2018. Contre toute attente, l'or arrête de baisser et il repart à la hausse. Ce qui est fascinant, c'est que cette date semble marquer une vraie rupture structurelle. Le comportement de l'or change. Il ne suit plus le même schéma. Et quels sont les signes concrets de cette rupture autour de septembre 2018 ? Qu'est-ce qui se passe ? L'étude pointe vers une convergence de facteurs. La guerre commerciale USA-Chine qui s'intensifie, ça montre une fracture dans la mondialisation. Et en même temps, les tensions géopolitiques montent partout. Syrie, Iran, Corée du Nord. Le climat international se crispe nettement. D'accord. Et y a-t-il un facteur qui ressort plus que les autres dans l'analyse ? Oui, le changement vraiment crucial qui est détecté à ce moment-là, c'est le début d'une nouvelle vague d'achats d'or par certaines banques centrales. Des achats massifs, stratégiques. Ce n'est plus juste de l'ajustement technique de réserve. C'est le signe peut-être le plus fort que l'or commence à se détacher des cycles financiers classiques, taux, inflation, pour répondre de plus en plus à des logiques purement géopolitiques. C'est un changement de paradigme en fait. Et ça nous amène tout droit à la période actuelle, avec cette accélération ahurissante depuis octobre 2023. L'analyse parle d'une pente de plus 37% par an. C'est énorme. Une dynamique comparable aux périodes les plus folles comme 79-80 ou 2005-2008. Oui, cette accélération, elle confirme ce changement de régime pour l'or. Les données suggèrent vraiment qu'il réagit moins aux indicateurs financiers habituels, l'inflation, les taux, le dollar, et beaucoup plus aux tensions géopolitiques, aux questions structurelles de l'ordre monétaire mondial. Et au centre de tout ça, l'analyse met en avant le comportement complètement dingue des banques centrales. Plus de 1000 tonnes d'achats nets prévus en 2024, pour la 3e année de suite du jamais vu en 50 ans. Et le déclencheur de cette frénésie d'achat, il semble assez clair, non ? C'est le gel des réserves russes en 2022. Oui, absolument. Ça a été un électrochoc mondial. Ça a rappelé brutalement à tout le monde que détenir ses réserves en dollars ou en euros, c'était s'exposer à des pressions politiques de la part des États-Unis et de leurs alliés. La confiance dans l'impartialité du système dollar, elle en a pris un coup sérieux. Et qui sont les principaux acheteurs parmi ces banques centrales ? Alors, la liste est très parlante, elle dessine les nouvelles lignes de fracture géopolitique. La Chine, bien sûr, en tête, achats constants, massifs, plus de 100 tonnes juste au premier semestre 2024. Mais on voit aussi la Pologne, 90 tonnes, l'Inde, 70 tonnes. Ce n'est plus de la diversification classique pour gérer un portefeuille. L'analyse suggère qu'on assiste à une vraie stratégie de découplage géopolitique. Accumuler de l'or, dans cette optique, c'est un moyen d'affirmer sa souveraineté monétaire, de réduire sa dépendance au système financier occidental. C'est très politique. Et tout ça s'inscrit dans cette tendance plus large de dédollarisation qu'on voit notamment chez les BRICS, élargie. L'analyse note d'ailleurs que la part du dollar dans les réserves mondiales baisse, de 65% fin des années 2010 à moins de 58% début 2025, c'est ça ? Exactement.
Et on voit les initiatives concrètes pour contourner le dollar se multiplier. Le commerce Chine-Russie, c'est plus de 90% en yuan ou en rouble maintenant. Les BRICS qui planchent sur des systèmes de paiement alternatifs à SWIFT, comme BRICS-Bridge avec la blockchain. Et dans cette recherche d'alternatives, l'or apparaît comme l'actif idéal. Il est liquide, universellement reconnu, et surtout il est beaucoup plus difficile à geler ou à sanctionner qu'un compte en dollars. Il permet de stocker de la valeur hors de portée du système dollar. L'analyse utilise même le terme de militarisation des réserves. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça traduit cette idée que dans le monde actuel, avec ces tensions géopolitiques fortes, où on peut geler 300 milliards de dollars de réserves russes d'un claquement de doigts politique, la nature même des réserves change. Chaque actif détenu devient un outil potentiel de puissance, une arme si on veut. Et l'or, par sa nature physique, son histoire, retrouve cette dimension d'arme monétaire qu'il avait un peu perdue. L'étude fait même une comparaison assez forte. La détention massive d'or par la Chine, officiellement 2265 tonnes, mais peut-être plus de 4000 en réalité, ce serait une sorte de dissuasion monétaire face au dollar, un peu comme la dissuasion nucléaire. C'est saisissant comme image. Oui, c'est une image forte pour illustrer ce changement. La finance, la monnaie, redeviennent des outils au service direct de la géopolitique. Et l'analyse des données de l'or semble vraiment pointer dans cette direction. C'est une tendance lourde. Alors si on se projette un peu, pour les années qui viennent, 2025-2030, si cette primauté du géopolitique se confirme, qu'est-ce que l'analyse suggère ? Eh bien, l'étude envisage un scénario où, si les tensions s'intensifient, Taïwan, l'Iran, fragmentation du commerce mondial, on pourrait assister à une remonétisation accélérée de l'or, c'est-à-dire qu'il retrouverait un rôle encore plus central, même de façon informelle. Et dans ce cas-là, les projections de prix deviennent potentiellement explosives. On parle de 5 000, 6 000 dollars l'once, voire plus de 10 000 si la confiance dans les monnaies fiduciaires s'effondre vraiment, un peu comme en 79-80 où le prix avait fait x3,5 en quelques mois. Ça pourrait aller très vite. Du coup, la question qui se pose, elle est énorme. Est-ce que cette accélération actuelle de l'or, c'est le signe qu'on va vers un nouvel ordre monétaire mondial? Un peu comme 1971 a marqué la fin de Bretton Woods. C'est une interrogation majeure quand même. Oui, c'est la question centrale. Et l'analyse conclut en soulignant que beaucoup de signaux convergent. La dédollarisation active des BRICS+, l'accumulation record d'or par les banques centrales, l'instabilité géopolitique qui monte, les déséquilibres financiers comme les déficits US. Tous les ingrédients d'une transformation majeure semblent là, si on lit les données de cette façon. Dans ce monde qui s'annonce peut-être plus fragmenté, plus incertain, l'or pourrait bien redevenir, pas officiellement mais de fait, l'ultime réserve de valeur, l'arbitre géopolitique. Donc, si on devait résumer le message clé de cette longue analyse sur 54 ans, c'est vraiment cette métamorphose de l'or. D'un actif financier qui suivait les cycles économiques, les taux d'intérêt, il est redevenu ou devient un actif hyper géopolitique stratégique. Sa valeur reflète de plus en plus les rapports de force mondiaux, la quête de souveraineté. C'est exactement ça. C'est la conclusion forte de l'analyse. Et cette accélération actuelle, ce plus 37% par an, ce n'est sans doute pas juste un bruit de marché. C'est interprété comme un signal avant-coureur, le signe potentiel d'une recomposition profonde du paysage monétaire. L'analyse suggère qu'on vit peut-être la fin de ce qu'on pourrait appeler l'âge d'or du dollar pour entrer dans l'âge de l'or géopolitique. Et ça nous laisse avec une question pour réfléchir, une piste à creuser après notre discussion. Si l'or est vraiment ce signal faible, ce canari dans la mine qui nous alerte sur ce basculement vers un monde où la géopolitique prend le pas sur la finance classique, quelles autres certitudes financières, quelles autres hypothèses bien établies est-ce qu'on devrait peut-être commencer à remettre en question, à regarder différemment dans ce nouveau paradigme ? Voilà qui donne matière à réfléchir pour de futures explorations.